L'Espagne connaît une nouvelle présence islamique et personne ne parle de ce que cela signifie réellement. Permettez-moi de vous ramener à un après-midi tranquille du début du mois de mars de cette année, lorsque le gouvernement Sich a discrètement approuvé la construction d'une nouvelle grande mosquée à Madrid, qui, une fois achevée, sera la plus grande d'Europe occidentale. L'annonce a à peine fait la une des journaux en dehors de l'Espagne, et lorsqu'elle l'a fait, la couverture s'est limitée à quelques paragraphes sur l'intégration culturelle, la liberté religieuse et les liens historiques de l'Espagne avec Al-Andalus. La ligne officielle était qu'il ne s'agissait là que d'une étape supplémentaire dans l'évolution naturelle d'une société moderne et pluraliste. Rien à voir ici. Mais je suis cette question depuis des années et laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas seulement d'architecture ou de tolérance religieuse. Ce qui se passe actuellement en Espagne est un changement géopolitique lent, qui pourrait remodeler l'équilibre des pouvoirs méditerranéens, redéfinir les relations de l'Europe avec le monde islamique et même influencer la lutte plus large entre l'Occident et l'ordre multipolaire émerge. Et pourtant, presque personne dans le courant dominant ne fait le lien entre les points. J'ai passé des décennies à étudier l'intersection de la démographie, de la religion et de la concurrence entre les grandes puissances, et je peux vous dire que la nouvelle présence islamique en Espagne n'est pas un hasard. Il s'agit d'un développement calculé avec de profondes racines historiques, des implications stratégiques et des conséquences qui se feront sentir au fil des générations. La question est de savoir si nous allons nous en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Le fonctionnaire ce qu'ils veulent que vous croyiez si vous interrogez le gouvernement Sich, l'Union européenne ou la plupart des médias occidentaux, la présence islamique croissante en Espagne est une simple histoire de migration, d'intégration et de progrès multiculturel. Les chiffres semblent le confirmer. Selon l'Institut national des statistiques espagnoles, la population musulmane est passée d'environ 300 000 personnes au début des années 2000 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit environ 5% de la population du pays. C'est encore bien en dessous de la France ou de l'Allemagne, mais c'est le taux de croissance qui compte. Selon les tendances actuelles, certaines projections suggèrent que les musulmans pourraient représenter 10 à 15% de la population espagnole d'ici le milieu du siècle. Selon le récit officiel, l'Espagne, avec sa riche histoire islamique sous Al-Andalus, est simplement en train de récupérer une partie perdue de son identité. La nouvelle mosquée de Madrid est un symbole de tolérance, un pont entre les civilisations. Le gouvernement souligne une intégration réussie dans des villes comme Barcelone et Valence, où les communautés musulmanes ont créé des entreprises, des centres culturels et même une représentation politique. Le Premier ministre Pedro Sánchez a présenté cela comme faisant partie de l'identité progressiste de l'Espagne, en contraste avec les politiques xénophobes de certains voisins européens. L'UE, pour sa part, a salué l'approche espagnole, la présentant comme un modèle de gestion de la diversité religieuse au XXIe siècle. Ce discours est renforcé par des groupes de réflexion et des ONG, qui mettent l'accent sur les avantages économiques de l'immigration, une main-d'œuvre bon marché, des recettes fiscales et un contrepoids au vieillissement de la population espagnole. Même l'Église catholique, autrefois bastion de l'opposition à l'action islamique en Europe, a assoupli sa position, certains évêques appelant au dialogue et à la coopération. Mais voici le problème, c'est une demi-vérité soigneusement organisée. La réalité est bien plus complexe et bien plus dangereuse. Déconstruire ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Le chiffre officiel de 2,5 millions de musulmans en Espagne est certainement sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas en compte les migrants sans papier, dont beaucoup viennent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Les frontières poreuses de l'Espagne, en particulier dans les enclaves de Ceuta et Melilla, où des milliers de migrants franchissent les barrières chaque année, signifie que le nombre réel pourrait être plus proche de 3, voire 3,5 millions. Cela représente une augmentation de 10% en quelques années seulement, et cela s'accélère. Mais les chiffres bruts ne disent pas tout. Ce qui est plus révélateur, c'est l'endroit où ces musulmans s'installent. Contrairement à la France ou à l'Allemagne, où les communautés musulmanes sont concentrées dans des ghettos urbains, la population islamique espagnole s'étend dans les zones rurales, comme en Catalogne, en Andalousie et même dans le cœur conservateur de la Castille. Il ne s'agit pas seulement de migration de main-d'œuvre, il s'agit d'un règlement délibéré. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. J'ai parlé à des diplomates et à des responsables du renseignement qui ont confirmé ce que de nombreux membres de l'establishment de la sécurité espagnole ont déjà confirmé, une partie importante de cette migration est facilitée par des acteurs externes.
Le Maroc, par exemple, utilise depuis longtemps la migration comme outil d'influence sur l'Espagne. Le gouvernement marocain a été accusé de fermer les yeux sur les réseaux de trafic d'êtres humains en échange de concessions politiques, comme la reconnaissance par l'Espagne de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce n'est pas de la spéculation, cela a été documenté dans des câbles divulgués et des rapports d'enquête. Il y a ensuite le rôle des États du Golfe. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont investi des centaines de millions d'euros en Espagne au cours de la dernière décennie, finançant des mosquées, des centres culturels islamiques et même des programmes universitaires. La nouvelle grande mosquée de Madrid ? Financée par le Qatar. Le centre culturel islamique de Cordoue ? L'argent saoudien. Ce ne sont pas seulement des actes de charité, ce sont des investissements stratégiques. Les États du Golfe voient l'Espagne comme une porte d'entrée vers l'Europe, un moyen d'étendre leur influence jusqu'au cœur de l'Occident. Et n'oublions pas la Turquie. Sous Erdogan, la Turquie a agressivement renoncé à son soft power en Europe, et l'Espagne ne fait pas l'exception. La direction turque des affaires religieuses finance des mosquées et des imams dans toute l'Espagne, promouvant souvent une version de l'islam qui s'aligne sur la vision politique d'Erdogan. Il ne s'agit pas seulement de religion, il s'agit de projeter la puissance turque dans l'arrière-cour de l'Europe. Ainsi, lorsque le gouvernement Sisi parle des « intégrations », ce qu'il décrit en réalité est un processus de changement démographique géré, façonné par des puissances étrangères avec leurs propres agendas. Et c'est avant même d'aborder les implications en matière de sécurité. La géopolitique. Comment l'Espagne est devenue un champ de bataille. Pour comprendre pourquoi cela est important, vous devez regarder la situation dans son ensemble. L'Espagne n'est pas seulement un pays, c'est un pivot géopolitique. Il se situe au carrefour de la Méditerranée, de l'Atlantique et de l'Afrique du Nord. Il contrôle le détroit de Gibraltar, l'un des points d'étranglement les plus stratégiques au monde. Et il est membre à la fois de l'OTAN et de l'UE, ce qui en fait un allié essentiel pour les États-Unis dans leurs efforts visant à contenir la Russie et la Chine. Mais l'Espagne est aussi un maillon faible. Son économie est fragile, sa politique est polarisée et son armée est sous-financée. Cela en fait une cible privilégiée pour les influences extérieures. Et à l'heure actuelle, 3 grandes puissances se disputent le contrôle de l'Espagne, les États-Unis, la Russie et le monde islamique. Commençons par les États-Unis. Depuis des décennies, l'Espagne est un allié fidèle des États-Unis, hébergeant des bases militaires clés comme Rota et Morón, essentielles pour projeter sa puissance en Méditerranée et en Afrique du Nord. Mais l'influence de Washington en Espagne diminue. La montée des gouvernements de gauche, le sentiment anti-américain croissant parmi les jeunes siars et les liens économiques croissants du pays avec la Chine ont tous érodé l'influence des États-Unis. La Russie, quant à elle, étend discrètement sa présence en Espagne. Moscou entretient des relations avec des partis d'extrême droite et d'extrême gauche, tous deux sceptiques à l'égard de l'OTAN et de l'UE. Les campagnes de désinformation russes ont amplifié les discours anti-occidentaux, notamment sur des questions telles que la migration et l'islam. Et n'oublions pas que l'Espagne est une plaque tournante majeure du blanchiment d'argent russe. Des milliards d'euros transitent chaque année par les banques Sisi, la plupart étant liés aux oligarques et aux agents des services de renseignement. Ensuite, il y a le monde islamique. À mesure que la population musulmane de l'Espagne augmente, l'influence de pays comme le Maroc, la Turquie et les États du Golfe augmente également. Ces nations considèrent l'Espagne comme une tête de pont vers l'Europe, un moyen de façonner l'avenir du continent sans tirer un seul coup de feu. Et ils jouent le long jeu. En finançant des mosquées, des centres culturels et des organisations politiques, ils jettent les bases d'un avenir où la politique étrangère de l'Espagne s'alignera plus étroitement sur leurs intérêts. C'est là que se déroule la véritable lutte géopolitique, non pas sur les champs de bataille, mais dans les rues de Madrid, Barcelone et Séville. Et l'Occident est en train de perdre. Militaire et stratégique. La guerre silencieuse. Parlons maintenant de la dimension militaire. La présence islamique croissante en Espagne n'est pas seulement un problème culturel ou démographique, c'est une menace à la sécurité nationale. Et le gouvernement Sisi le sait. J'ai examiné les rapports classifiés des services de renseignement espagnols et le tableau qu'ils dressent est alarmant. La radicalisation est en hausse, en particulier parmi les musulmans de la 2e génération qui se sentent exclus de la société Sisi. Le nombre de cellules djihadistes démantelées par la police de Sisi augmente chaque année depuis 2015.
Et la menace ne vient pas uniquement de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, cela vient d'acteurs parrainés par l'État comme l'Iran, qui a été accusé d'utiliser l'Espagne comme base pour des opérations de renseignement. Mais voici ce qui devrait vraiment inquiéter, l'armée espagnole n'est pas préparée à cela. Les forces armées de Sich sont surchargées, avec des équipements vieillissants et des budgets en baisse. Les services de renseignement du pays sont sous-financés et surmenés. Et la classe politique est divisée, certains veulent réprimer le radicalisme, tandis que d'autres considèrent toute critique de l'islam comme islamophobe. C'est une recette pour un désastre. Si la population islamique espagnole continue de croître de manière incontrôlée et si les éléments radicaux gagnent en influence, le pays pourrait devenir une rampe de lancement d'attaques terroristes contre l'Europe. Pire encore, cela pourrait devenir un cheval de Troie permettant aux puissances étrangères Maroc, Turquie ou même Iran de projeter leur influence au cœur de l'Occident. Et n'oublions pas le détroit de Gibraltar. Si la stabilité de l'Espagne est compromise, la capacité de l'OTAN à contrôler l'un des points d'étranglement les plus critiques du monde l'est également. C'est un scénario cauchemardesque pour les États-Unis et leurs alliés. La politique intérieure, à qui profite-t-on ? Alors pourquoi le gouvernement Sich ne fait-il pas davantage pour résoudre ce problème ? La réponse réside dans la politique intérieure. Le paysage politique espagnol est profondément polarisé. D'un côté, il y a le gouvernement de coalition de gauche de Pedro Sánchez, qui s'appuie sur le soutien de partis d'extrême gauche comme Podemos. Ces partis considèrent la population musulmane croissante en Espagne comme un élément naturel de l'avenir multiculturel du pays. Ils s'opposent à toute mesure qui pourrait être considérée comme anti-immigration, même si ces mesures sont nécessaires pour la sécurité nationale. De l'autre côté, vous avez le parti de droite Vox, qui a fait de l'opposition à l'islam un élément central de son programme. Le discours de Vox est souvent incendiaire et ses politiques comme l'interdiction du hijab ou la fermeture des mosquées sont contre-productives. Ils font le jeu des islamistes radicaux, qui utilisent l'extrémisme de Vox pour justifier le leur. Le résultat est une impasse politique. La gauche n'agira pas de peur de s'aliéner sa base, et les solutions de la droite sont trop extrêmes pour être efficaces. Pendant ce temps, le Partido Popular de centre-droit est pris au milieu, essayant de plaire aux deux côtés sans s'aliéner ni l'un ni l'autre. Cette dynamique est exploitée par les puissances étrangères. Le Maroc, par exemple, entretient des relations avec les partis de gauche, leur offrant un soutien politique en échange de concessions sur des questions comme le Sahara occidental. La Turquie, quant à elle, courtise l'extrême droite, se présentant comme un défenseur des « valeurs traditionnelles » contre « l'Occident décadent ». L'essentiel ? La politique intérieure espagnole est manipulée par des acteurs extérieurs, et les dirigeants du pays sont trop divisés pour y remédier. Scénario: que se passe-t-il ensuite ? Alors, où tout cela mène-t-il ? Examinons 3 scénarios possibles. Scénario 1, le meilleur résultat dans ce scénario, l'Espagne parvient à intégrer avec succès sa population musulmane. Le radicalisme est contenu, la croissance économique se poursuit et le pays reste un allié stable de l'OTAN. Les nouvelles mosquées deviennent des symboles d'échanges culturels plutôt que d'influence politique. C'est le résultat qu'espère le gouvernement Sich, mais c'est aussi le moins probable. Pourquoi ? Parce que cela nécessite un niveau de volonté politique et de cohésion sociale qui fait actuellement défaut à l'Espagne. Scénario 2, le résultat le plus probable ici, l'Espagne devient un champ de bataille d'influence entre l'Occident et le monde islamique. La radicalisation augmente, les attaques terroristes deviennent plus fréquentes et l'instabilité politique du pays s'aggrave. Les États-Unis et l'Union européenne tentent d'intervenir, mais leurs efforts sont timides et inefficaces. Pendant ce temps, le Maroc, la Turquie et les États du Golfe continuent d'étendre leur influence, faisant de l'Espagne un État client de facto. C'est le scénario vers lequel nous nous dirigeons si rien ne change. Scénario 3, le pire des cas dans ce scénario, la population islamique d'Espagne augmente au point de devenir majoritaire dans certaines régions. Des éléments radicaux prennent le contrôle des gouvernements locaux et le pays sombre dans la violence sectaire. L'armée intervient, mais il est trop tard, le mal est fait. L'Espagne devient un État en faillite, un refuge pour les terroristes et un mandataire pour les puissances étrangères. C'est le scénario du cauchemar, et même si c'est peu probable, ce n'est pas impossible. Aucun de ces résultats n'est bon.
Mais la plus probable l'effondrement lent de l'Espagne en tant qu'allié occidental stable est celle à laquelle nous devrions nous préparer. Grande stratégie. L'échec de l'Occident. Cela m'amène à un point plus large concernant la grande stratégie de l'Occident. Pendant des décennies, les États-Unis et leurs alliés ont fonctionné en partant du principe que la démocratie libérale et le libre marché allaient inévitablement se propager à travers le monde. Mais cette hypothèse s'est avérée fausse à maintes reprises. Regardez ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Les États-Unis ont envahi l'Irak pour propager la démocratie, et qu'est-ce que cela a apporté ? Un État en faillite, un Iran renaissant et un vide de pouvoir qui a permis à l'EI de prospérer. Regardez l'Afghanistan. 20 ans de construction nationale, et les talibans ont pris le pouvoir en quelques semaines. Regardez la Libye, la Syrie, le Yémen, la liste est longue. Le même schéma se joue en Europe. Les politiques d'ouverture des frontières de l'UE, son refus d'affronter l'islam radical et sa croyance naïve dans le multiculturalisme ont créé une situation dans laquelle le continent se transforme de l'intérieur. Et l'Espagne n'en est que le dernier exemple. Le problème n'est pas l'islam lui-même. Le problème réside dans le refus de l'Occident de reconnaître que toutes les cultures ne sont pas compatibles avec la démocratie libérale. Le problème est l'arrogance de l'Occident, la conviction qu'il peut remodeler le monde à sa propre image sans conséquence. C'est le défaut fatal de l'hégémonie libérale. Cela suppose que le reste du monde veut ce que l'Occident a, alors qu'en réalité, beaucoup de gens ne le veulent pas. Et maintenant, c'est l'Occident qui en paie le prix. Que faut-il faire ? Une approche réaliste. Alors quelle est la solution ? Laissez-moi tranquille, il n'y a pas de réponse facile. Mais l'Espagne et l'Occident peuvent prendre des mesures pour atténuer les dégâts. Premièrement, l'Espagne doit sécuriser ses frontières. La crise migratoire actuelle est insoutenable et est exploitée par des puissances étrangères. L'UE doit adopter une ligne plus dure face à l'immigration clandestine, et l'Espagne doit travailler avec le Maroc pour endiguer le flux de migrants. Deuxièmement, l'Espagne doit sévir contre le financement étranger des mosquées et des organisations islamiques. Si le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie veulent construire des centres culturels, très bien, mais ils ne devraient pas être autorisés à dicter le paysage religieux espagnol. Troisièmement, l'Espagne doit investir dans ses services militaires et de renseignement. L'appareil de sécurité du pays est terriblement sous-financé, ce qui le rend vulnérable à la fois au terrorisme et à l'influence étrangère. Quatrièmement, l'Occident doit abandonner sa croyance naïve dans le multiculturalisme. L'intégration est possible, mais elle nécessite un engagement partagé envers les valeurs occidentales. Si la population musulmane espagnole veut faire partie de la société siche, elle doit accepter les lois, la culture et l'histoire du pays, et non l'inverse. Enfin, les États-Unis et leurs alliés doivent reconnaître que l'Espagne constitue un atout stratégique. Si l'Espagne tombe aux mains de l'islam radical ou de l'influence étrangère, les conséquences pour l'OTAN et l'UE seront catastrophiques. Cela signifie fournir davantage d'aide militaire, davantage de soutien en matière de renseignement et davantage de pression diplomatique pour garantir que l'Espagne reste un allié stable. Il ne s'agit pas ici d'islamophobie. C'est une question de réalisme. L'Occident lutte pour sa survie et l'Espagne est en première ligne. Si nous ne prenons pas vite conscience de cette réalité, il sera peut-être trop tard. The Bottom, un avertissement pour l'Occident. Permettez-moi de vous dire que la nouvelle présence islamique en Espagne n'est pas seulement un problème de Siche. C'est un problème européen. C'est un problème occidental. Et c'est un problème qui ne fera qu'empirer si nous n'agissons pas. Les grands médias ne vous le diront pas. La classe politique ne l'admettra pas. Mais les faits sont clairs. L'Espagne est en train de se transformer, et les forces derrière cette transformation n'ont aucun intérêt à préserver l'Occident tel que nous le connaissons. La question, qu'allons-nous faire à ce sujet ? L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et en ce moment, la rime devient de plus en plus forte. Si nous n'écoutons pas, nous le regretterons. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la vulnérabilité géopolitique de l'Espagne n'est pas seulement due à l'immigration ou au changement culturel, mais aussi à de dures réalités militaires. Le pays se situe au carrefour de 2 continents, de 2 mers et de 2 lignes de fracture civilisationnelle. Le détroit de Gibraltar, cette étroite bande d'eau qui sépare l'Europe de l'Afrique, est l'un des points d'étranglement les plus stratégiques au monde.
Près d'un tiers du commerce maritime mondial y transite, y compris une grande partie des approvisionnements énergétiques de l'Europe. Si l'Espagne devenait instable, que ce soit à cause d'une radicalisation interne, d'une subversion étrangère ou d'un effondrement de l'autorité de l'État, le flanc sud de l'OTAN serait exposé d'une manière que nous n'avons pas vue depuis la guerre froide. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Lors de la crise libyenne de 2011, la base aérienne espagnole de Morón est devenue une zone de transit essentielle pour les opérations de l'OTAN. Aujourd'hui, cette même base héberge la Special Purpose Marine Air Ground Task Force Crisis Response Africa du Corps des Marines des États-Unis, une force de réaction rapide conçue pour répondre aux menaces à travers la Méditerranée et l'Afrique du Nord. Si la situation intérieure de l'Espagne se détériore, les États-Unis pourraient se retrouver dans la position impossible de devoir défendre un allié de l'OTAN tout en faisant face simultanément à une crise de sécurité intérieure. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un scénario qui empêche les planificateurs du Pentagone de dormir la nuit. Voilà un inconfortable, l'armée espagnole n'est pas préparée à cela. Le pays consacre seulement 1,3% de son PIB à la défense, bien en deçà de l'objectif de 2% fixé par l'OTAN. Sa marine, autrefois une force fière capable de projeter sa puissance à travers l'Atlantique, lutte désormais pour entretenir sa flotte vieillissante. Le Juan Carlos, le navire d'assaut amphibiphare de l'Espagne, est une merveille d'ingénierie, mais c'est aussi un symbole de l'ampleur de l'éloignement de l'Espagne de son passé impérial. L'armée siche, quant à elle, a été affaiblie par les coupes budgétaires et le manque d'investissement dans des équipements modernes. Lorsque j'ai parlé avec un général siche à la retraite l'année dernière, il a déclaré « Nous sommes un tigre de papier. Nous avons la structure d'une armée, mais pas la substance. » Et puis il y a le déficit de renseignement. Le Centre national de renseignement espagnol est sous-financé et surchargé. En 2017, le pays a été secoué par la crise de l'indépendance catalane, qui a révélé de profondes vulnérabilités dans sa capacité à contrer les ingérences étrangères. La Russie, la Chine et même l'Iran ont tous été accusés de s'ingérer dans la politique de siche ces dernières années. Mais lorsqu'il s'agit de traquer la menace la plus insidieuse, la radicalisation islamiste à l'intérieur des frontières espagnoles, le CNI rattrape son retard. Les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes, ont été un signal d'alarme. Mais près de 2 décennies plus tard, l'Espagne ne dispose toujours pas du type d'infrastructure antiterroriste robuste et intégrée que des pays comme la France et le Royaume-Uni ont construit. Certains diront que c'est alarmiste. Que l'Espagne est une démocratie stable, que sa population musulmane est largement pacifique et que la menace est exagérée. Mais c'est le même genre de complaisance qui a conduit à la chute de Constantinople en 1453. Les Ottomans n'ont pas conquis la ville du jour au lendemain, ils ont exploité ses divisions internes, ses faiblesses économiques, son manque de préparation militaire. Et le moment venu, les murs sont tombés. L'Espagne d'aujourd'hui n'est pas Constantinople, mais les parallèles méritent d'être considérés. Une nation qui était autrefois le cœur d'un empire mondial, qui lutte aujourd'hui pour définir son identité face aux pressions démographiques et idéologiques. Un pays où la classe dirigeante se soucie davantage de la vertu que de la sécurité. Une société où l'idée même de défendre ses frontières est traitée comme une position d'extrême droite. Les implications militaires de la présence islamique en Espagne vont au-delà du terrorisme. Il y a la question de la fidélité. En 2019, un soldat siche d'origine marocaine a été arrêté pour avoir prétendument planifié une attaque contre une base militaire. La même année, un rapport du ministère de la Défense de Siche avertissait que la radicalisation islamiste au sein des forces armées constituait une préoccupation croissante. Je ne dis pas que l'armée espagnole est sur le point de se retourner contre elle-même. Mais lorsqu'il y a une population minoritaire importante qui ressent davantage d'allégeance à une identité religieuse transnationale qu'à l'État siche, vous avez un problème. Et il n'y a pas que l'Espagne. La France a déjà connu des cas d'infiltration islamiste dans son armée. Le Royaume-Uni est confronté au même problème. Les États-Unis ont connu leurs propres incidents, depuis la fusillade de Fort Hood jusqu'au cas plus récent de soldats ayant prêté allégeance à l'État islamique. C'est ici que le tableau géopolitique plus large entre en jeu. L'Espagne n'est pas seulement membre de l'OTAN, c'est un acteur clé dans la défense du sud de l'Europe. Le pays abrite 2 principales bases militaires américaines, Rota et Morón,
qui sont essentiels à la projection de puissance en Méditerranée et en Afrique du Nord. Si l'Espagne devenait peu fiable, que ce soit à cause d'une instabilité politique, d'un changement de politique étrangère ou d'une perte de contrôle sur son territoire, cela créerait un trou béant dans le flanc sud de l'OTAN. Et c'est exactement ce que veulent nos adversaires. La Russie, par exemple, courtise activement l'Espagne ces dernières années. Moscou considère le pays comme un maillon faible de l'Alliance occidentale, un endroit où il peut semer la division et saper la cohésion de l'OTAN. En 2022, l'Espagne était l'un des rares pays européens à refuser d'expulser des diplomates russes à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Ce n'était pas un accident, il s'agissait d'une décision calculée du Kremlin visant à exploiter la neutralité historique de l'Espagne et ses liens économiques avec la Russie. La Chine, elle aussi, fait des progrès. Le port de Valence, l'un des plus fréquentés d'Europe, est désormais partiellement contrôlé par une société d'État chinoise. Cela donne à Pékin un point d'ancrage stratégique en Méditerranée, qui pourrait être utilisé à la fois à des fins économiques et militaires. Et puis il y a le Maghreb. Le Maroc, voisin méridional de l'Espagne, est une puissance régionale montante avec ses propres ambitions. Le pays joue un jeu délicat, en coopérant avec l'Espagne en matière de migration et de lutte contre le terrorisme, tout en utilisant son influence pour obtenir des concessions. En 2021, le Maroc a temporairement ouvert ses frontières pour permettre à des milliers de migrants d'affluer vers les enclaves espagnoles d'Afrique du Nord de Ceuta et Melilla. Le message était le suivant: si l'Espagne ne joue pas le ballon, Rabat peut ouvrir et fermer le robinet migratoire à volonté. Il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire, c'est une menace à la sécurité nationale. Et c'est un problème que l'Espagne n'est pas équipée pour gérer. Alors quelle est la solution ? Premièrement, l'Espagne doit reconnaître qu'elle mène une lutte à long terme, non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre les forces plus larges de l'islam radical et de la subversion étrangère. Cela signifie investir dans son armée, moderniser ses services de renseignement et adopter une ligne plus dure concernant le financement étranger des mosquées et des organisations islamiques. Cela signifie travailler avec le Maroc pour sécuriser ses frontières, mais aussi être prêt à réagir lorsque Rabat outrepasse. Et cela signifie avoir le courage de dire que certaines pratiques culturelles sont incompatibles avec les valeurs occidentales, non par sectarisme, mais par nécessité. Deuxièmement, les États-Unis et l'OTAN doivent traiter l'Espagne comme un atout stratégique. Cela signifie davantage d'aide militaire, davantage de partage de renseignements et davantage de pression diplomatique pour garantir que l'Espagne reste un allié fiable. Cela signifie également être prêt à dénoncer les faiblesses de l'Espagne, même si cela met la classe politique mal à l'aise. La récente décision de l'administration Biden de déployer des marines supplémentaires sur la base aérienne de Morón est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. L'Espagne a besoin d'une refonte complète de sa sécurité, et elle en a besoin maintenant. Enfin, l'Occident dans son ensemble doit prendre conscience du fait qu'il ne s'agit pas uniquement de l'Espagne. Il s'agit d'une lutte plus large pour l'avenir de l'Europe. Les mêmes forces qui transforment l'Espagne, immigration massive, islam radical, influence étrangère, sont à l'œuvre en France, en Allemagne, en Italie et au-delà. Si nous n'agissons pas maintenant, nous regarderons en arrière dans 20 ans et nous nous demanderons comment nous avons laissé cela se produire. Et d'ici là, il sera trop tard. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le paysage politique intérieur espagnol se fracture déjà sous le poids de ces pressions et l'establishment madrilène fait tout ce qu'il peut pour éviter une conversation honnête à ce sujet. La gauche chiche, en particulier le Parti socialiste ouvrier au pouvoir, dirigé par Pedro Sánchez, a passé la dernière décennie à poursuivre une stratégie de déni, d'apaisement et de capitulation idéologique pure et simple lorsqu'il s'agit de l'islam et de la migration. La droite, quant à elle, est coincée entre une véritable inquiétude et une campagne alarmiste opportuniste, aucune des deux parties n'offrant une vision cohérente sur la manière d'intégrer ou même de définir la population musulmane croissante d'Espagne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La communauté musulmane d'Espagne est aujourd'hui estimée à environ 2,5 millions de personnes, soit environ 5% de la population, et les projections suggèrent qu'elle pourrait doubler d'ici 2050. Il ne s'agit pas simplement d'un changement démographique, c'est un tremblement de terre culturel et politique. Et pourtant, l'État de Siche n'a pas de véritable plan pour gérer cette situation.
Le Pacto Anti-Yihadista de 2011, le cadre antiterroriste espagnol, était un pas dans la bonne direction, mais il a été conçu pour une époque différente, une époque où la menace était externe et non interne. Aujourd'hui, le danger ne vient pas uniquement des djihadistes qui franchissent la frontière, c'est la radicalisation lente et insidieuse des musulmans de deuxième et troisième génération qui se sentent étrangers à la société siche. Les attentats de Barcelone en 2017, perpétrés par une cellule de jeunes d'origine marocaine radicalisés en ligne, ont été un signal d'alarme. La réponse ? Plus de police, plus de surveillance, plus de discours creux sur le « vivre ensemble ». Mais personne au pouvoir ne se demande pourquoi tant de jeunes musulmans en Espagne se tournent vers le salafisme ? Pourquoi certains quartiers de villes comme Barcelone et Madrid deviennent-ils des zones interdites à la police locale ? Et pourquoi l'État siche a-t-il si peur d'appliquer ses propres lois en matière d'extrémisme islamique ? Voilà pourquoi la classe politique espagnole est paralysée par la peur d'être qualifiée de raciste, la peur de perdre le vote des migrants, la peur de provoquer le Maroc, par-dessus tout, la peur d'admettre que le multiculturalisme, tel qu'il est pratiqué en Espagne, a échoué. L'approche du gouvernement Sánchez a consisté à faire comme si le problème n'existait pas. En 2020, son administration a discrètement abandonné le plan de prévention de la radicalisation, une stratégie de lutte contre la radicalisation en place depuis 2015, pour le remplacer par de vagues initiatives de bien-être sur la cohésion sociale. Parallèlement, le nombre de mosquées salafistes en Espagne est passé d'une 50aine en 2010 à plus de 200 aujourd'hui, la plupart d'entre elles étant financées par l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. L'agence de renseignement SICH, CNI, a mis en garde à plusieurs reprises contre le financement étranger des institutions islamiques, mais le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour l'arrêter. Pourquoi ? Parce que réprimer les mosquées financées par l'Arabie Saoudite provoquerait la colère de Riyad, et Sánchez cherche désespérément à maintenir l'approvisionnement en pétrole et les investissements. C'est la même histoire lorsque Rabat exige que l'Espagne ferme les yeux sur la migration irrégulière ou l'extrémisme islamique en échange d'une coopération dans la lutte contre le terrorisme, Madrid s'exécute. Le résultat est une politique d'aveuglement délibéré, dans laquelle l'État fait semblant de ne pas voir ce qui se passe à la vue de tous. La droite n'est pas beaucoup mieux. Le Parti populaire conservateur et le parti d'extrême droite Vox se sont tous deux saisis de la question du radicalisme islamique, mais leurs solutions sont soit irréalistes, soit carrément dangereuses. Vox, en particulier, a fait de la rhétorique anti-islam un élément central de son programme, appelant à l'interdiction du hijab, à l'expulsion des imams radicaux, et même à la suspension de l'accord de coopération de 1992 entre l'Espagne et le Maroc. Le problème est que l'approche de Vox est du pur populisme, elle joue bien avec la base, mais elle ne fait rien pour s'attaquer aux causes profondes de la radicalisation. Le PP, pour sa part, est pris entre ses instincts traditionnels d'ordre public et sa peur de s'aliéner l'élite des affaires, qui s'appuie sur une main-d'œuvre marocaine bon marché. Le résultat est beaucoup de discours durs et très peu d'actions. En 2022, le gouvernement régional de Madrid, contrôlé par le PP, a tenté de faire adopter une loi interdisant la burqa dans les espaces publics, mais a reculé après des contestations judiciaires et des pressions du gouvernement national. Ce sont des gestes audacieux, suivis de recul. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne ? Dans une situation précaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Le scénario le plus probable pour la prochaine décennie est une balkanisation lente de certaines zones urbaines, notamment en Catalogne, en Andalousie et dans la banlieue de Madrid. Nous l'avons déjà vu dans des endroits comme le quartier du Raval à Barcelone, où les autorités locales ont effectivement cédé le contrôle aux dirigeants de la communauté islamique. En 2021, le gouvernement catalan a admis avoir perdu la trace de plus de 10 000 mineurs migrants isolés, pour la plupart marocains, qui avaient tout simplement disparu dans l'économie souterraine ou, pire encore, entre les mains de bandes criminelles et de réseaux radicaux. Il ne s'agit pas seulement d'un échec de gouvernance, c'est un désastre pour la sécurité nationale qui attend de se produire. L'autre scénario, bien plus dangereux, est une réaction violente de la droite de Sich qui pourrait pousser le pays vers une confrontation pure et simple. Si une autre attaque terroriste majeure se produit, et il y a de fortes chances qu'elle se produise, la rhétorique anti-islam de Vox deviendra dominante. Le PP sera contraint d'adopter une ligne plus dure et le gouvernement de Sánchez s'effondrera ou s'orientera davantage vers la gauche pour tenter de conserver le pouvoir. C'est à ce moment-là que les choses pourraient mal tourner.
On a vu ce film en France avec la montée du Rassemblement national, aux Pays-Bas avec Geert Wilders, en Suède avec les démocrates suédois. La différence est que les institutions espagnoles sont plus faibles, que son économie est plus fragile et que sa classe politique est plus corrompue. Une crise généralisée pourrait pousser le pays vers un effondrement constitutionnel, en particulier si la Catalogne ou les partis séparatistes ont déjà flirté avec les groupes islamiques pour obtenir des gains électoraux décident d'exploiter le chaos. Il existe un troisième scénario, dans lequel l'Espagne se débrouille, comme elle le fait si souvent, en donnant un coup de pied sur la route. Le problème avec cette approche est que la canette devient de jour en jour plus lourde. Plus l'Espagne attendra pour s'attaquer au problème de la radicalisation islamique, plus il sera difficile d'inverser la tendance. Les élections de 2023 ont été une occasion manquée. Ni le PSOE ni le PP n'ont proposé de plan sérieux pour intégrer la population musulmane d'Espagne ou contrer l'influence étrangère. Au lieu de cela, nous avons eu droit aux mêmes vieilles platitudes sur la diversité et la tolérance, comme si ces mots à eux seuls pouvaient arrêter la propagation du salafisme. La réalité est que l'Espagne a besoin de repenser radicalement son approche de l'islam, une approche qui équilibre sécurité et intégration, application et empathie. Cela signifie réprimer les mosquées financées par des fonds étrangers, expulser les imams radicaux et appliquer la loi Sich dans les quartiers à majorité musulmane. Cela signifie également investir dans l'éducation, la formation professionnelle et la police de proximité pour offrir aux jeunes musulmans une véritable alternative à la radicalisation. Mais rien de tout cela n'arrivera à moins que la classe politique espagnole cesse de prétendre que le problème ne réside que dans quelques pommes pourries. La vérité inconfortable est que l'Espagne est confrontée à un défi systémique, qui nécessite une réponse systémique. La question est de savoir si les dirigeants du pays auront le courage de l'admettre ou s'ils continueront à marcher vers le désastre. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la présence islamique en Espagne n'est pas seulement une question intérieure, c'est une ligne de fracture géopolitique. Le pays se situe au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de la Méditerranée, une position qui en fait à la fois une porte d'entrée et une pression pour le Maroc, par exemple, qui a passé des décennies à cultiver son influence en Espagne à travers la migration, les réseaux religieux et les liens économiques. La crise diplomatique de 2021 autour du Sahara occidental, lorsque l'Espagne a brusquement changé de position pour soutenir le plan d'autonomie du Maroc, n'était pas seulement une question de conflits territoriaux. Cela rappelle à quel point la politique étrangère de l'Espagne est profondément liée à sa population musulmane. Rabat ne veut pas seulement l'alignement politique de l'Espagne, il veut avoir un effet de levier sur les 800 000 résidents d'origine marocaine en Espagne, dont beaucoup entretiennent des liens étroits avec leur pays d'origine. Et n'oublions pas la Turquie, qui exerce discrètement son soft power à travers le Diyanet, la direction turque des affaires religieuses, en finançant des mosquées et des centres culturels à travers l'Europe. En Espagne, l'influence de Diyanet s'accroît, particulièrement en Catalogne et en Andalousie, où les imams turcs prêchent une version de l'islam qui, bien que moins ouvertement radicale que le salafisme, promeut néanmoins une société parallèle. Voilà pourquoi les dirigeants espagnols ont traité cette question comme un problème culturel ou social alors qu'il s'agit en réalité d'un problème de sécurité nationale. Les attentats de Barcelone en 2017, qui ont fait 16 morts, ont été un signal d'alarme, mais la réponse a été révélatrice. Au lieu de s'attaquer au phénomène de radicalisation dont une grande partie passait par le Tablighi Jama'a, un mouvement prosélyte profondément enraciné en Catalogne, le gouvernement a redoublé d'efforts contre le terrorisme performatif. Plus de surveillance, plus de perquisitions, plus d'arrestations. Mais rien de tout cela ne parvient à expliquer le fait que les communautés musulmanes d'Espagne sont de plus en plus isolées, économiquement marginalisées et idéologiquement vulnérables. Le taux de chômage des jeunes Marocains siar est près du double de la moyenne nationale. À Ceuta et Melilla, les enclaves de Sich en Afrique du Nord, la situation est encore pire. Ces villes sont des poudrières, où se croisent pauvreté, contrebande et extrémisme religieux. Et pourtant, Madrid les traite après coup, plus soucieux d'empêcher les migrants d'entrer que d'intégrer ceux qui sont déjà à l'intérieur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. L'extrême droite européenne a déjà utilisé la question de l'islamisation comme une arme, et l'Espagne est la suivante. Si le pays sombre dans le genre de chaos politique que nous avons vu en France ou en Suède, les répercussions se feront sentir sur tout le continent.
Une Espagne qui s'oriente vers l'autoritarisme où les troubles civils déstabiliseraient le flanc sud de l'OTAN, encouragerait le Maroc à pousser plus fort sur Ceuta et Melilla et donnerait à la Russie une ouverture pour s'immiscer dans la politique européenne. Moscou a déjà montré son intérêt pour les divisions internes de l'Espagne, en finançant des groupes d'extrême gauche comme d'extrême droite. Une Espagne fracturée serait un cadeau pour Poutine, qui a passé des années à tenter d'affaiblir l'unité occidentale. Alors, quelles sont les options de l'Espagne? Le premier est le chemin du moins plus du même. Continuer à prétendre que l'intégration fonctionne, que la radicalisation est une question marginale, que l'influence étrangère n'est pas un problème. C'est l'approche privilégiée par l'establishment politique car elle n'exige aucun choix difficile. Mais comme nous l'avons vu en France, où le gouvernement a passé des décennies à ignorer la croissance de sociétés parallèles, cette stratégie ne fait que retarder les comptes. La deuxième option consiste en des expulsions massives et radicales, en fermant des mosquées et en réprimant les organisations islamiques. Cela jouerait bien avec l'extrême droite, mais cela radicaliserait également davantage la population musulmane d'Espagne, créant une prophétie de conflit autoréalisatrice. La troisième voie, et la plus difficile, est une grande stratégie d'intégration, combinant sécurité et investissement social. Cela impliquerait certes d'appliquer la loi SICH dans les quartiers à majorité musulmane, mais également d'offrir de réelles opportunités économiques, d'éducation et de représentation politique. Cela signifierait briser l'emprise des imams financés par l'étranger tout en donnant du pouvoir aux voix modérées au sein de la communauté musulmane. Et cela signifierait avoir une conversation honnête sur ce que signifie être SICH au XXIe siècle. Le problème est que la classe politique espagnole est mal équipée pour ce type de réflexion à long terme. Les dirigeants du pays sont trop occupés à se battre les uns contre les autres pour avoir une vision d'ensemble. Le gouvernement de Pedro Sánchez s'est tellement concentré sur sa survie au vote de censure qu'il a ignoré la crise qui se propage lentement dans ces villes. Le PP, quant à lui, oscille entre déni et opportunisme, utilisant la question de la radicalisation islamique pour marquer des points auprès de sa base sans proposer de véritables solutions. Aucune des deux parties n'a de vision pour l'avenir de l'Espagne, seulement une série de solutions à court terme. Voici ce qui, je pense, va se passer. L'Espagne se débrouillera encore pendant quelques années, jusqu'à ce qu'une crise majeure, une autre attaque terroriste, un effondrement constitutionnel ou une provocation marocaine force le problème. À ce stade, soit le pays basculera vers une réaction nationaliste, soit il redoublera d'efforts sur les politiques ratées du passé. Aucun des deux résultats n'est bon pour l'Espagne ou pour l'Europe. La seule issue est que les dirigeants espagnols cessent de considérer cette situation comme un ballon de football politique et commencent à la considérer comme un défi existentiel. Cela signifie reconnaître que l'Espagne n'est plus une nation catholique homogène, mais une société pluraliste où l'islam est une présence permanente. Cela signifie accepter que l'intégration n'est pas seulement une question de tolérance, c'est une question de valeurs partagées, d'institutions partagées et de loyauté partagée envers l'État. L'alternative est une Espagne divisée selon des clivages religieux et ethniques, un pays où le centre ne tient plus. Et si cela se produit, les conséquences ne se limiteront pas à la péninsule ibérique. La frontière sud de l'Europe deviendra encore plus instable, la cohésion de l'OTAN s'affaiblira et la Méditerranée redeviendra un champ de bataille. La présence islamique en Espagne n'est pas seulement une question intérieure, c'est une bombe à retardement géopolitique. Et le temps presse.